Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors ici, on va vous parler un petit peu de la biologie cellulaire. C'est un cours de base, vous l'avez peut-être déjà fait dans d'autres cours de biologie au secondaire ou dans d'autres formations. Donc on ramène tout le monde au même niveau. Essentiellement, on va regarder la composition de la cellule, les différentes structures, leur rôle, familiariser aussi avec certains concepts au niveau de l'ADN, des gènes, des chromosomes. Souvent, tout ça se mélange dans notre tête où on a eu des définitions par le passé plus ou moins claires. Donc, on va essayer de mettre tout ça au clair. Et évidemment, c'est un cours de base, donc c'est pas très difficile, mais quand même assez essentiel pour la suite de la session. Alors, évidemment, il faut bien comprendre les différents concepts qu'on va étudier dans quelques secondes. Première des choses, on commence vraiment à la base. Hein? Donc là, c'est quoi une cellule, à quoi ça sert? Première des choses, il faut concevoir que dans votre corps, je prends juste l'exemple du cerveau qui est des centaines de milliards de cellules. Donc vous pouvez imaginer que si je regarde l'ensemble de votre corps, en termes d'organismes, il y a énormément de cellules. Mais en termes de type cellulaire, il n'y en a pas tant que ça. On a 200 sortes de cellules. Hein? Il y a à peu près 200 types de cellules qui composent votre corps. Mais une chose est certaine, c'est que chacune de ces cellules-là, peu importe leur type, ont deux fonctions de base. C'est clair qu'ils ont des spécialités différentes, mais ils ont un point commun, si on veut, deux points communs. Premièrement, on vous dit que tous les cellules de votre corps, c'est des unités structurales. Ça veut dire que finalement, c'est un peu un rôle passif. L'image qui me vient en tête, c'est vraiment un mur de briques. Un mur, ce serait un tissu, la maison, ce serait un peu votre organe, mais chaque brique qui compose votre mur, votre tissu, chaque brique, c'est une cellule. La brique a une fonction structurale. Elle s'attache avec les autres briques pour fabriquer un mur. Les cellules, c'est la même chose. Les cellules, peu importe leur sorte, leur fonction spéciale, le point commun, c'est qu'elles s'attachent ensemble. Les cellules similaires ou identiques s'accrochent ensemble pour former un mur. Bien, en fait, ce n'est pas un mur, ça serait un tissu. Par exemple, un tissu musculaire. On regroupe les cellules musculaires ensemble pour fabriquer un tissu musculaire. Tissu nerveux, ben, c'est d'autres sortes de cellules, des cellules nerveuses, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'elles vont s'attacher ensemble pour former un tissu nerveux. Donc, c'est ça que ça veut dire unité structurale. C'est simplement qui, je sais que c'est un petit peu abstrait, mais il faut juste concevoir que toutes les cellules de votre corps, peu importe la sorte, leur première fonction, c'est de s'attacher avec les voisines pour fabriquer une masse, un tissu et éventuellement un organe. Mais c'est un rôle passif, comme des briques qui s'attachent ensemble. Évidemment, deuxième caractéristique des cellules de votre corps, et ça c'est beaucoup plus intuitif pour vous, c'est des unités fonctionnelles, donc elles sont spécialisées dans certaines fonctions biologiques. Vous comprenez de façon instinctive, même si je ne l'ai jamais enseigné, on verra ça dans la session, mais on va étudier les cellules nerveuses versus les cellules musculaires. Donc, on comprend qu'un nerf ou les neurones dans votre cerveau n'ont pas le même rôle que les cellules musculaires de votre bras, exemple. Alors, chaque type de cellule a une fonction ou plusieurs fonctions uniques qui les identifient. Donc, évidemment, ça c'est à titre d'exemple, c'est pas à retenir, mais un neurone, sa fonction principale, c'est de produire des courants électriques qu'on appelle des influx nerveux. Les cellules musculaires dans les muscles de vos bras, jambes, ben, leur fonction, c'est de se contracter pour faire un mouvement. Globules rouges, transporter de l'oxygène. Donc, peu importe, chaque cellule a, comme on dit que c'est des unités fonctionnelles, tout simplement parce qu'elles ont des fonctions uniques et précises qui vont varier évidemment d'un type à l'autre. Évidemment, on va les étudier éventuellement au cours de votre deck. On va commencer dans mon cours et ça va se poursuivre dans les prochaines sessions. Une autre généralité, ici je passe vite, c'est vraiment pour l'intérêt personnel, mais si vous travaillez à l'hôpital et vous entendez le mot cytologie, département de cytologie, on va envoyer ça en cyto, peu importe. Finalement, c'est la science cytocyte, hein, c'est l'étude des cellules tout simplement. Donc, cytologie, c'est toute cette discipline de biologie qui permet d'étudier les différentes cellules. Et évidemment, ben, comme c'est infiniment petit, on va utiliser la microscopie, donc des outils qui nous permettent d'observer des structures de petite taille. Souvent, on va utiliser des techniques de coloration pour justement favoriser les contrastes, voir la forme générale de la cellule. L'exemple qui me vient en tête, c'est les gens en oncologie qui font les diagnostics dans les laboratoires. Il y a une partie de cette équipe-là qui fait de la cytologie, regarde la cellule, sa forme normale, ce qu'elle devrait censée être, et si elle commence à être cancéreuse, va changer de forme un petit peu. Donc, on va étudier, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, étudier donc justement par microscopie cette forme, cette anatomie de la cellule, exemple. Ici, je vous donne un exemple, et c'est juste pour avoir une ordre de grandeur finalement.
au cégep, nous, on va travailler avec de la microscopie optique, donc des microscopes qui permettent des forts grossissements, mais qui est quand même limité en termes techniques. Et l'idée ici, je prends des cellules qui sont ciliées, par exemple des voies respiratoires. Ça, c'est à peu près ce que vous allez voir. Avec la coloration de ça, on peut deviner les cils et tout ça. Bon, on peut comprendre un mécanisme de protection dans les voies respiratoires. Des protéines de forme allongée, parfait. Mais si on utilise d'autres équipements, et ça, c'est pour votre culture, je ne vous demanderai pas ça à l'examen, mais quelques universités ou centres de recherche bien nantis au point de vue financier ont la chance d'avoir un microscope électronique qui peut prendre une pièce. C'est un gros équipement qui est informatisé et tout. Ça permet des grossissements de façon beaucoup plus efficace. Et là, on se rapproche plus de la réalité. Vous regardez le niveau de détail ici par rapport au microscope photonique ou optique. Ben, là, on voit encore mieux les cils. Et ce qui est encore mieux, c'est la microscopie électronique par balayage. C'est comme si on prenait plusieurs tranches de l'image. Et là, on voit que ça ressemble beaucoup plus à la réalité, ce qui malheureusement, vous n'aurez pas la chance de voir au cours de vos études. Mais je trouve ça intéressant quand même de vous montrer que finalement, en regardant les images du livre que vous avez entre les mains, c'est souvent des images de microscopie optique, c'est ce que vous allez faire pendant votre deck. Ça donne une idée, mais on est très loin de la réalité. Donc, c'est évidemment, il faut garder ça en tête. Ici, c'est un petit peu plus important. Vous le savez peut-être déjà, mais il faut avoir un ordre de grandeur. Souvent, vous confondez un peu les concepts parce qu'on lit des choses sur Internet et tout. Puis là, bactéries, virus, cellules, organes, là, tout ça, ça fait comme une grande soupe dans votre tête. Puis c'est tout plus ou moins la même chose. Et c'est faux, évidemment. Donc, premièrement, en bleu, ici, c'est ce qui est visible à votre œil. En jaune et en rose, c'est impossible de voir à l'œil. Et je vous dirais ce que j'encadre ici en jaune. Généralement, c'est ce qui est visible par microscope optique. Cette catégorie de microscope qu'on a dans tous les laboratoires, au cégep et peu importe. Okay? Donc, c'est trop petit pour voir à l'œil, mais avec un microscope de base, vous allez les voir. Quand vous arrivez dans le rose ici, c'est tellement petit qu'on est l'ordre de la molécule ou de la particule. Là, okay? Et ici, ce n'est pas visible au microscope, c'est trop petit. Tu ne pourras jamais voir une protéine ou un glucose au microscope. Okay? Donc, ça va prendre des microscopes électroniques ou des techniques très particulières pour aller chercher ces éléments-là. Donc, je ne demande pas de retenir les chiffres à la gauche ou de savoir par cœur qui est quoi, mais je veux que vous ayez un ordre de grandeur. Okay? Alors, si je vous dis des cellules humaines, ben, c'est relativement petit. Là. Ici, il y a comme une confusion dans votre livre. On vous dit que les cellules sont autour de 30 microns. Ici, ce n'est pas vrai. C'est 8 à 10 microns. Et en fait, le 30 microns, c'est vrai, l'ovocyte, l'ovule chez l'humain, chez la femme, évidemment, est 30 microns. Mais c'est la cellule la plus grosse du corps. Chez l'humain, c'est la plus grosse cellule. 30 microns, c'est énorme. Mais la plupart des cellules sont beaucoup plus petites que ça, autour de 8-10 en moyenne. Okay? Je ne vous demande pas de retenir les chiffres, mais vous savez que l'ovocyte, c'est un ovule. Donc, si vous préférez, c'est une cellule gigantesque. Les autres sont relativement petites. Et ça me demande un microscope optique pour les voir. À l'intérieur de la cellule, on a des organites. Donc, les plus gros, exemple, si je regarde la mitochondrie, qui est pas mal la forme d'une bactérie, ça peut être visible au microscope optique. Ça commence à être petit, mais c'est visible. Donc, on est à l'intérieur de la cellule. Certaines bactéries peuvent être visibles également, donc peuvent être visibles en utilisant des techniques de coloration, comme Gram, des choses comme ça. On peut les voir à plus fort grossissement. Là. Quand on voit un grossissement de 1000, on arrive à les voir, mais elles sont très, très petites. Et c'est le plus petit que je peux aller voir. Ce que je veux que tu retiennes là-dedans, c'est que les cellules humaines sont invisibles à l'œil parce qu'elles sont trop petites, mais c'est quand même plus gros qu'une bactérie. La preuve, c'est que la bactérie peut entrer dans la cellule, est infectée et te rendre malade. Donc, des fois, on dit que les bactéries sont plus gros que les cellules, ça, c'est impossible, elle ne pourrait pas rentrer. Fait que ça, je veux que tu saches ça. C'est la culture de base, là. Okay? Donc, une cellule, c'est petit, évidemment. Plusieurs cellules forment un organe. Ça, c'est visible à l'œil. Fait que je prends les cellules du foie. Le foie, tu le vois. On peut faire une section, tu vas voir le foie. Il est composé de cellules invisibles à l'œil. J'ai besoin d'un microscope photonique pour le voir, ou optique, c'est la même chose. Les bactéries, c'est plus petit que des cellules. Okay? Donc ça, il faut garder ça en tête. Après, si je te parle des molécules, on l'a vu en début de session, glucides, lipides, c'est des petites molécules, c'est un regroupement d'atomes, pas visible à l'œil, même pas visible au microscope optique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces molécules-là
sont plus petites que la bactérie, évidemment, parce que je vais assembler ces molécules-là pour former des structures bactériennes, la membrane, le cytoplasme, des choses qu'on verra tantôt, les mitochondries. Donc, évidemment, c'est encore plus petit. Le problème, qu'une confusion que je vais régler tout de suite, c'est le terme virus. Donc, souvent, le virus, bactérie, vous mélangez ça. Puis là, j'entends le terme bébite, puis tout ça. Puis ça m'achale toujours un petit peu quand je donne la micro, parce que pour moi, c'est pas une bébite, c'est pas un insecte. Ça, c'est de la culture, là, vous ferez ça en microbiologie, mais la bactérie, pour moi, c'est très similaire à une cellule. C'est les mêmes, c'est différent, mais il y a une membrane, du cytoplasme, c'est vivant, on accomplit la fonction du vivant. Le virus, lui, oui, il se réplique, puis il peut te rendre très, très malade. Tu peux avoir un petit rhume, une petite grippe, mais tu peux avoir aussi des maladies pas mal plus importantes. Mais ça reste de l'ordre de la particule. Une particule qui se comporte de façon très spéciale. Ça ne se comporte pas nécessairement comme un glucide ou une protéine, mais c'est un assemblage de protéines puis de matériel génétique assez simple, finalement. Et tout ça pour te faire dire qu'on est plus de l'ordre de la molécule, très grosse molécule, c'est plusieurs molécules, mais pas assez pour faire une cellule. Donc, c'est beaucoup plus petit. Ça, c'est important de comprendre. Fait que si tu as une pneumonie bactérienne, on est ici, c'est un être vivant, puis c'est une cellule, une petite cellule, plus petite que tes cellules à toi, mais c'est une cellule. Si tu as une pneumonie virale, bien là, on n'est plus dans la cellule, on est plus petit, on est plus dans l'ordre de la molécule et tout, et c'est tellement petit, ces molécules-là, que tu ne peux même pas les voir au microscope. Okay? Bactéries, oui, virus, non. Donc, ça donne un ordre d'idée. Fait qu'en rose, finalement, on est dans l'ordre moléculaire, viral. En jaune, on est plus dans l'ordre de la cellule animale, végétale ou bactérienne. Et en bleu, ben là, c'est visible à l'œil. Donc, tu vas avoir des organes, le foie, le cerveau, je ne sais pas trop quoi. Donc, ça, c'est très facile à voir. Exception ici, et ça, je vais nuancer, quand tu regardes ton lit, tu dis, oups, cellules nerveuses d'1 mètre de long, puis je ne peux pas les voir à l'œil, je ne comprends pas. Je t'explique rapidement, on fera ça dans le système nerveux en mi-session, mais en gros, imagine-toi, tu te plantes un clou dans un pied. Bien, c'est dur à croire pour aujourd'hui, mais un jour, je t'expliquerai ça en détail. Tu sens la douleur sous le pied, parfait, mais le premier neurone sensitif qui est là, oui, il y en a plusieurs, sont regroupés dans un nerf, mais ce que je veux te montrer, c'est que le neurone est fait comme ça un petit peu ici, et il y a une longue tige, comme un fil, qui va transporter l'influx nerveux, le courant électrique qui fait que ton cerveau va interpréter la douleur. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce fil-là, qui s'appelle un axone, mais c'est pas à retenir, ce fil-là, c'est lui qui fait 1 mètre de long. Ça veut dire que quand tu te plantes un clou dans le pied, imagine-toi que cette longue tige-là, ici, peut faire 1 mètre. Elle remonte ta jambe, elle s'en va vers le dos et va se brancher dans la moelle épinière, qui est au niveau de ton dos. Et là, après, on pourra se brancher avec d'autres neurones à différentes sections, mais ça fait une très longue cellule. C'est pour ça qu'on vous dit que certains neurones ou même cellules musculaires peuvent être très, très, très longues, mais ne sont pas visibles à l'œil, parce qu'elles sont tellement petites que même si elle est longue, c'est petit. Donc, on comprend que c'est une cellule extrêmement fragile. 1 mètre de long, mais invisible à l'œil tellement qu'elle est petite. Et là, on aura des structures protectrices là, avec des tissus pour former un air pour protéger. Bref, c'est vrai que la plupart des cellules sont dans cet ordre-ci, mais de temps, donc très courtes, pas très longues, mais il y a des exceptions comme ça ici. À la droite, ben, c'était surtout pour te faire réaliser que la forme des cellules va varier. Et là, ça me ramène au cours numéro 1, que le concept physiologie versus anatomie. Anatomie étant la forme, physiologie, la fonction, c'est toujours relié les deux. Donc, la forme détermine la fonction. Si tu changes la forme, la fonction va changer. Et ce qu'on voit ici, finalement, c'est qu'exemple, si j'ai une forme allongée, l'anatomie de la cellule nerveuse, ben, c'est pour faciliter la conduction électrique. Si je regarde la forme de Bang, donc un peu ovale et très mince et très écrasée sur lui-même du globule rouge, c'est pour faciliter le transport de l'oxygène. L'oxygène rentre plus facilement si la cellule est mince. Si je te dis une cellule cubique comme ça, ben, c'est souvent des cellules qui vont être un peu plus solides, qui a une cellule amincie, ou elle n'est pas longue comme le neurone parce que justement, je n'ai pas de fonction de conduction. Alors, c'est juste pour te faire réaliser que finalement, il y a comme 200 sortes de formes, 200 types de cellules avec 200 fonctions différentes, en fait un peu plus parce qu'il y a des cellules qui peuvent faire plusieurs choses, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée. Ici, on vous parle plus des fonctions générales de la cellule, c'est correct. Je vous donne un exemple, c'est des généralités. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est chaque type de cellule que vous allez étudier au cours de la session de vos prochains cours. Ben, c'est de connaître leurs fonctions spécialisées.
Une cellule cardiaque, qu'est-ce que ça fait? Un neurone au cerveau, qu'est-ce que ça fait? Donc, on va étudier ça éventuellement. Mais l'idée, ils ont tous des points communs. Donc, peu importe leur fonction spécialisée, leur fonction de base ici, il faut que toutes les cellules puissent maintenir ces 3 points-là. Si, pour une raison X ou Y, une cellule échoue à maintenir une de ces fonctions-là, ben, elle n'est pas fonctionnelle ou va mourir ou ne fera pas son travail. Donc, évidemment, c'est important. Quand on vous dit que toutes les cellules doivent maintenir son intégrité, bien, si je fais une cellule de forme arrondie ici, on verra tantôt qu'il y a une membrane cellulaire comme ça qui va protéger la cellule, faire des échanges avec le milieu extérieur, mais c'est l'intégrité. Donc, tout le contenu interne de la cellule est renfermé à l'intérieur. Si je brise, mettons, la membrane ici, puis j'ai un trou, son intégrité est brisée. Donc, tout le contenu ici va se répandre à l'extérieur, la cellule va se vider, elle n'est plus fonctionnelle. Donc, évidemment, il faut s'arranger que s'il y a des lésions, il y a même des mécanismes de réparation au niveau de la membrane moléculaire pour réparer les petites lésions. C'est efficace jusqu'à un certain point, évidemment, mais il faut qu'elle garde sa forme, son intégrité. Et si on change la forme ou si elle perd son intégrité et elle se brise, bien évidemment, elle ne peut pas faire son travail, ce qui va de soi. Il faut aussi, c'est un être vivant, la cellule. Donc, elle a besoin, même si j'ai des organismes dans la cellule, pardon, dans la nature qui a une seule cellule, on les appelle les unicellulaires, mais c'est aussi vivant que nous qui sommes formés de centaines de milliards de cellules. Donc, une cellule doit se nourrir, faire de l'énergie. Elle a besoin de nutriments. Si vous arrêtez de manger pendant une longue période, la cellule n'a plus de nutriments, puis elle va finir par mourir. Ces réactions chimiques, ce qu'on appelle le métabolisme, va arrêter, puis elle ne pourra plus faire sa fonction non plus. Et l'obtention de ces nutriments pour faire de l'énergie, pour faire des réactions chimiques, le métabolisme, donc, elle va produire des déchets qu'il faut éliminer. S'il y a accumulation des déchets dans la cellule, ça peut être toxique, la détruire également. Donc, il faut qu'elle garde sa forme et son intégrité, doit pouvoir avoir accès aux différents nutriments pour faire sa job, finalement, puis éliminer les déchets également. Toutes les cellules, sans exception, doivent faire ça. De façon exceptionnelle, il y a certaines cellules qui sont capables de faire la division. Non, je me suis mal expliqué. Je vais reprendre ça. La plupart des cellules sont capables de faire la division cellulaire, mais de façon exceptionnelle, il y en a quelques-unes qui ne le font pas. Okay? Donc, c'est juste l'inverse que je voulais dire. Je m'excuse. Donc, première des choses, division cellulaire, c'est quoi? Bien, une cellule est capable de se diviser en deux par mitose. On va étudier ça plus tard, assez vite, en fait, dans quelques temps. Donc, une cellule se divise en deux pour en produire de nouvelles, ces deux-là pour en faire d'autres. Donc, on va se le dire, division cellulaire, c'est la reproduction cellulaire. En d'autres mots, une cellule est capable de faire des bébés cellules. Elle se reproduit tout simplement. Comment? On verra ça en détail. Et c'est tant mieux pour nous autres. On le comprend chez un enfant en croissance, il doit faire des nouvelles cellules pour grandir, mais même nous, qui avons notre taille adulte, bien, si on se blesse, on s'en rend compte, mais des fois, c'est des micro-lésions, puis on ne le sait pas. Puis il y a des vieilles cellules qu'il faut éliminer ou des cellules qui sont brisées sans qu'on s'en rende compte, bien, on doit les remplacer. Je me coupe la peau, évidemment, je vais saigner et tout, je dois régénérer des cellules de peau. Donc, tant que je suis capable de faire de la division cellulaire, bien, je peux remplacer les cellules endommagées ou vieilles. Le problème, c'est les cellules qui ne sont pas capables. C'est pour ça qu'on vous dit certaines cellules. Donc, moi, je vais nuancer ça. La très grande majorité de vos cellules font la division cellulaire. Et c'est évident qu'en vieillissant, on perd un peu ces capacités-là, puis là, ça peut devenir problématique, mais généralement, ça se fait bien. Je vous demande de rajouter dans vos notes les cellules qui ne font pas la division cellulaire. Donc, celles qui sont incapables. Ça, c'est important de les connaître. On va les revoir pendant la session quand je parlerai de mitose ou même du système nerveux. Mais déjà, je vous demande de les retenir. Donc, évidemment, les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones, dans votre cerveau, au niveau de vos nerfs, si vous les brisez, généralement, ne font pas de division cellulaire. Vous ne pouvez pas les remplacer. Donc, dans ce cas-ci, ça devient problématique. Parce qu'évidemment, si vous avez des dommages au niveau du cerveau, vous ne pouvez pas remplacer les neurones. Et là, ça peut expliquer des cas d'Alzheimer, de perte de mémoire, des gens qui paralysent, ou il peut y avoir plein de causes, là, évidemment. Et devenir aveugle, donc si vous faites une hémorragie cérébrale ou un AVC, et c'est la région visuelle de votre cerveau que les neurones sont morts, bien, on ne les remplace pas tout simplement. Pourquoi que c'est problématique? Bien, c'est parce qu'elles ne font pas de division cellulaire. Si on pouvait les reproduire, on les remplacerait. Ça serait simple. Même chose, crise cardiaque. Si votre cœur, je ne sais pas si vous faites un infarctus, puis là, il y a une mortalité au niveau des cellules musculaires cardiaques, bien évidemment,
Dans ce cas-ci, c'est problématique. Vous perdez 10% des cellules musculaires, cardiaques, ben, on ne peut pas les remplacer, ils ne font pas la reproduction. Donc, vous fonctionnez avec 10% de moins au niveau de votre cœur. Si on était capable de faire de la division, il n'y en aurait pas de problème. Ben, il pourrait y avoir d'autres problèmes cardiaques, mais on régénérerait les cellules cardiaques, ben, ça serait beaucoup moins problématique. Donc, c'est un autre problème à ce niveau-là. Donc, ça, c'est les deux principales types de cellules qu'il faut garder en tête. Et de façon un peu exceptionnelle aussi, on en reparlera, mais il y a les globules rouges qui ne sont pas capables de se reproduire. Mais ici, on a un avantage. Donc, les globules rouges, c'est vrai qu'ils ne font pas de mitose, ne peuvent pas se reproduire, mais on a toujours des cellules souches dans les os, certains os, je devrais dire, qui nous permettent de les régénérer. Donc, en les régénérant, avec les cellules souches, ben, même si le globule rouge en soi ne peut pas se reproduire, on a toujours comme une espèce de banque de cellules souches dans les os que je peux utiliser pour fabriquer des nouveaux globules rouges. Donc, c'est pas trop mal ici. C'est vrai que dans votre livre, on va vous dire, ben, ils ne font pas de mitose, ils ne sont pas capables, mais on est capable d'en régénérer aux 3 mois. Le problème avec les deux premiers types de cellules, donc les cellules nerveuses ou cardiaques, là, on n'a pas de cellules souches. Donc, on n'a aucune façon de les reproduire. Non seulement elles ne se reproduisent pas, mais je ne suis pas capable d'en fabriquer à partir de cellules souches. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes biologiques, pathologiques, associés à la disparition ou destruction de ces cellules. Maintenant, ici, ça va me permettre d'illustrer un petit peu ce qui va s'en venir pour la suite. Peu importe le type cellulaire, on est toujours au niveau des composantes. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, si on veut simplifier, c'est que la cellule peut se diviser en 3 parties. J'ai le cytoplasme, qui littéralement est la substance à l'intérieur de la cellule. C'est une substance semi-liquide, on en reparlera tantôt. Et là-dedans, j'ai plein d'organites qui vont flotter. C'est comme des petits organes, des petites structures spécialisées. Un de ces organites-là, c'est le noyau qu'on voit ici. Donc, le noyau, souvent, mettons, je le fais au centre ici, ben, il va contenir, sa principale fonction, c'est de contenir le matériel génétique, les gènes, l'ADN et tout ça. On en reparlera évidemment. Et à l'extérieur, ici, j'ai la membrane cellulaire qui est un peu plusieurs fonctions, mais entre autres, protège la cellule, permet des échanges avec l'extérieur, hein, le milieu extérieur de la cellule, permet de donner la forme à la cellule, on en reparlera en détail. Mais en gros, c'est ces 3 composantes-là. Donc, membrane, noyau, cytoplasme à l'intérieur. Et les prochaines diapositives vont me servir tout simplement, ben, on va reprendre chacun de ces éléments-là, un par un, et les regarder plus en détail. Donc, à partir d'ici, on va étudier une des 3 principales composantes qu'on a vues tantôt. Donc, on avait vu la membrane, le noyau et le cytoplasme. Alors là, je vais vous parler un petit peu du cytoplasme. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une substance semi-liquide. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dans le cytoplasme. Cette partie liquide, ce milieu liquide est fait essentiellement d'eau, on appelle ça le cytosol. C'est donc la partie liquide du cytoplasme. Essentiellement, c'est de l'eau, puis les molécules qui vont flotter, qui vont être dissoutes dans l'eau, donc dans le cytosol. On pense aux protéines, aux différents nutriments, glucose, peu importe. Donc, ces molécules-là, ça peut être des électrolytes aussi, sodium, potassium, peu importe. Mais le concept est que si je regarde cette composition-là plus en détail, donc l'eau, les éléments chimiques qui sont dissous, tout ça fait le cytosol. Et le cytosol, ben, c'est simplement le liquide, donc cette partie du cytoplasme. Fait qu'on peut dire que le cytoplasme est fait de cytosol plus les organites. C'est ce qui, des fois, vous mélange un petit peu. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'addition des deux qui fait le cytoplasme. Okay? Et des fois, la diapo que je vous présente ici n'est pas claire pour vous autres. Donc, c'est vrai que j'ai mis 1 et 2 composés de 2 éléments, mais des fois, le fait de voir d'une autre manière, c'est plus simple. Alors, je répète, cytosol qui est la partie liquide du cytoplasme, plus les organites qui sont la partie solide du cytoplasme, l'ensemble des deux fait le cytoplasme qui est la matière interne de la cellule tout simplement. Et si j'y vais de façon plus générale, le cytoplasme, finalement, je l'ai dit tantôt, c'est une substance semi-liquide. Donc, ce n'est pas aussi liquide qu'un verre d'eau, exemple. C'est un peu plus visqueux, c'est ce qu'il faut garder en tête. Mais ce qui est encore plus important, c'est de comprendre que finalement, le cytoplasme, c'est un endroit où le métabolisme est très, très élevé. Il y a beaucoup... En fait, le métabolisme, si tu as oublié la définition, c'est simplement l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans la cellule.
On a vu qu'il peut y avoir du catabolisme, de l'anabolisme, puis il y a bien d'autres types de réactions chimiques qu'on ne va pas étudier pendant votre cégep. Mais le gros des réactions chimiques, c'est dans le cytoplasme que ça va se faire. Donc, il y a beaucoup de processus cellulaires, de processus biologiques qui se font à l'intérieur du cytoplasme. Donc, c'est comme un peu la fonction générale. Et évidemment, il y a la partie liquide avec le cytosol, mais on va parler beaucoup de la partie solide, des organites. Et les organites, en fait, c'est des structures solides qui sont extrêmement complexes et qui ont généralement une ou plusieurs fonctions cellulaires très, très précises. Et ces organites, en fait, on va les voir en détail tantôt, mais je vous en présente un ici. Ça, c'est un organite qui flotte dans la substance bleue, qui serait un peu le cytoplasme. Donc, ce que je viens d'encercler, bien, éventuellement, je vais te montrer que c'est un organite qui porte le nom de mitochondrie. On verra sa fonction en général. J'ai un deuxième organite, peu importe son nom, là, on le verra tantôt, mais qui, c'est pas retenir pour tout de suite, mais c'est le réticulum endoplasmique. Pardon, c'est l'appareil de Golgi ici. Donc, qui a une fonction aussi différente. En brun, c'est le réticulum endoplasmique rugueux, qui a d'autres fonctions. Alors, pour l'instant, ce n'est pas les fonctions qui sont importantes, c'est de comprendre qu'il y a différentes structures avec des formes un peu particulières, avec des fonctions un peu particulières aussi, qui est propre à chaque organite. Et c'est tout ça, finalement, qui va composer votre cytoplasme. Moi, l'image qui me vient en tête, c'est vraiment une soupe. Vous avez une soupe aux légumes. Bien, ton bol de soupe, c'est ta cellule. Le liquide à l'intérieur, la partie liquide, le bouillon, c'est le cytosol, finalement, la partie liquide de ta soupe ou de ton cytoplasme. Et tous les légumes qui vont flotter dans ta soupe, les carottes, bien, ça, c'est un type d'organite. Tu as des céleris, c'est un deuxième type d'organite. Puis l'ensemble de tous ces légumes-là, et de la partie liquide qui est le bouillon forme ton cytoplasme. C'est vraiment ça l'idée. Ce qui devient intéressant, c'est que chaque légume a une fonction différente. Donc, chaque organite a une fonction différente. Et c'est ce qu'on va étudier un petit peu dans les prochaines diapositives. Donc, premièrement, dans le cytoplasme, un des premiers organites qui flotte là, qui est énorme en fait, c'est le noyau. Et le noyau, pour moi, c'est le centre de commande de la cellule. C'est une structure qui est extrêmement complexe, qui est très grosse aussi, qui est formée d'une double membrane. C'est un peu comme la membrane cellulaire, c'est des phospholipides, là, on verra ça un peu plus tard, mais l'idée, c'est qu'elle a une double membrane. Et le plus important à retenir, si vous ne le saviez pas, parce que des fois, vous savez déjà cette notion-là, mais tout le matériel génétique de la personne est contenu dans le noyau des cellules. Toutes les cellules qui ont un noyau ont la même information génétique, donc ce matériel génétique qu'on appelle l'ADN, qui est divisé en gènes, on verra ça tantôt, qui va être comme ça, entreposé, si vous voulez, dans cette structure-là. Et on le voit très bien ici, le noyau en bleu, on voit que ce que je pointe ici, là, c'est des filaments d'ADN qui est contenu à l'intérieur. Et littéralement, c'est un peu comme une coquille d'œuf. Ton jaune d'œuf, c'est ton ADN. La coquille, c'est ton noyau qui te protège finalement. Et c'est un peu le travail du noyau finalement, c'est de protéger l'ADN pour qu'il soit dégradé ou abîmé. Et on verra aussi à l'intérieur qu'il y a une structure centrale que j'encercle ici. Ça, c'est à l'intérieur du noyau. Ça s'appelle le nucléole. Lui, il sert juste à fabriquer des structures qui s'appellent des ribosomes. On verra ça tantôt. C'est pour fabriquer des protéines. On fera toutes les explications nécessaires en temps et lieu, inquiétez-vous pas. Donc, pour l'instant, ces deux points-là, j'en parlerai pas beaucoup. On va les voir plus tard. Et ça va devenir plus simple tantôt. Donc, en gros, si je résume, le noyau, c'est une grosse structure complexe qui est là pour protéger ton matériel génétique, ton ADN. Et ça, c'est une vraie cellule. Donc, on voit des filaments d'ADN ici. Le nucléole, bon, pour faire les ribosomes. Mais la membrane, là, je l'ai fait avec mon crayon rouge ici. C'est tout ça. Okay? Ça, c'est comme la membrane en bleu ici. C'est ta membrane nucléaire, la membrane qui forme le noyau, tout simplement. Et vous remarquez qu'il y a des gros trous. Là. Fait que la coquille d'œuf, c'est pas le meilleur exemple que je pouvais donner. Il faudrait imaginer une coquille d'œuf, mais percée avec des trous, un peu comme une passoire à spaghetti, serait un peu plus vrai. Donc, on a comme une coquille percée. Et je vous pose la question, je ne vais pas y répondre maintenant, je vous laisse réfléchir, mais pourquoi on a des gros trous? Les gros trous, on appelle ça des pores, en fait. Nucléaire veut dire noyau, donc des trous dans le noyau, des pores nucléaires. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avoir une membrane lisse? Ça me semble que ça protégerait mieux s'il n'y avait pas de trous. Et voilà, OK? Donc, je vais en parler dans quelques secondes. Réfléchissez à ça et on verra si vous avez trouvé la réponse
pendant ce temps-là. Ce tableau-là, qui est à la page 131 de votre manuel, ça résume tout ce qui est important à savoir sur le noyau. Et puis, il y a déjà plusieurs choses que j'ai mentionnées ici. Donc, la membrane nucléaire, des fois, on l'appelle l'enveloppe nucléaire, c'est correct. C'est une membrane qui permet finalement de séparer l'intérieur du noyau du cytoplasme. Et essentiellement, ça permet de protéger l'ADN des enzymes du cytoplasme qui pourraient casser ou dégrader l'ADN. Okay? Donc, c'est vraiment juste ça. Et l'idée, bon, on a parlé un petit peu du nucléole qui est là pour produire des ribosomes, mais vous ne savez pas encore à quoi ça sert, donc j'en parlerai tantôt. Je vais répondre à la question que j'ai posée, les pores nucléaires. Pourquoi qu'il y a des trous? Bien, vous avez la réponse ici. Ça permet le passage des différentes molécules entre le cytoplasme et le noyau. Donc, maintenant, je fais la cellule comme ça ici. J'ai le noyau à l'intérieur, le cytoplasme est ici. J'ai le liquide interstitiel qui est en fait le liquide, de l'eau, essentiellement à l'extérieur de la cellule. Et j'ai des vaisseaux sanguins comme ça ici qui viennent alimenter l'organe. Donc, ce qui va arriver, maintenant ici, je suis dans un organe quelconque, j'ai des millions de cellules qui composent l'organe. C'est vrai qu'il va y avoir des échanges entre le liquide interstitiel et le vaisseau sanguin, mais là, je suis dans la biologie cellulaire. Ces échanges-là n'existent pas pour moi ou dans le cours d'aujourd'hui. C'est plutôt les échanges entre le cytoplasme et le liquide interstitiel. Donc, exemple, vous allez manger des nutriments, du glucose, peu importe. À un moment donné, il va se ramasser dans le liquide interstitiel et les molécules que je dessine ici voudront entrer dans la cellule. On a parlé tantôt qu'il faut avoir accès à nos nutriments si la cellule veut fonctionner, faire ses réactions chimiques. Et il y a des déchets aussi qui devront sortir ou des molécules qu'on a en trop. Donc, tout ce passage-là, ça va se faire au niveau de la membrane cellulaire et tout ça, mais ce que je vous amène à parler avec le noyau, c'est que les molécules qui rentrent à l'intérieur, bien, certaines d'entre elles devront être transportées. Je parle, entre autres, du glucose qui fait de l'énergie. Bien, j'ai besoin d'énergie, d'ATP pour les réactions chimiques au niveau de la cellule, mais je vais en avoir besoin aussi pour certains processus au niveau de l'ADN, au niveau interne, à l'intérieur du noyau. Donc, ces molécules de glucose pourront être déplacées vers l'intérieur du noyau pour faire de l'ATP. Certaines enzymes vont en avoir besoin pour fonctionner, exemple. Et il y a des molécules aussi qui devront sortir pour permettre d'accomplir différents processus biologiques. Entre autres, on va regarder tantôt la production des protéines. Bien, ça implique justement le déplacement de plusieurs molécules vers le cytoplasme. Donc, si je réponds clairement à ma question maintenant, pourquoi il y a des pores et des trous dans la membrane nucléaire? Simplement pour permettre le passage de molécules qui sont dans le cytoplasme et qui voudraient entrer à l'intérieur du noyau, ou d'autres molécules à l'intérieur du noyau qui devront sortir dans le cytoplasme pour accomplir différentes fonctions. Donc, il faut voir qu'il y a beaucoup de circulation entre le cytoplasme et l'intérieur du noyau, tout comme il y en a entre le milieu extracellulaire, à l'extérieur de la cellule, ce que j'appelle liquide interstitiel, et l'intérieur du cytoplasme. Et là, c'est sûr que je vais plus loin que le cours, parce que, je n'ai déjà un petit peu parlé du liquide interstitiel et tout ça, mais je veux que vous ayez une vision générale, un petit peu, pas juste coincé dans le cytoplasme, parce que souvent, vous oubliez les notions de base. Donc, techniquement, même si je vais un peu plus loin que le cours d'aujourd'hui, vaisseau sanguin fait des échanges de molécules entre le liquide interstitiel et le sang. Les molécules qui sont dans le liquide interstitiel peuvent faire des échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur via la membrane cellulaire. Je vais en reparler dans la capsule éventuellement. Et là, ce que je suis en train de vous dire, bien, les molécules qui auront passé à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, peuvent aller dans le noyau ou non, dépendamment de ce qu'on veut faire. Mais l'idée, c'est qu'elles vont passer par les trous qu'on appelle des pores. Donc, extrêmement important, les pores permettent le déplacement de molécules. Fait qu'en gros, si je résume ces trois composantes du noyau en trois mots pour les fonctions, l'enveloppe ou la membrane nucléaire, c'est la membrane qui forme le noyau puis qui protège l'ADN à l'intérieur, donc rôle de protection. Les pores nucléaires permettent les échanges de molécules entre le cytoplasme de la cellule et l'intérieur du noyau. Puis le nucléole, à l'intérieur du noyau, sert à fabriquer des ribosomes nécessaires à la production de protéines. On va revoir ça en détail en temps et lieu. Si je regarde plus en détail l'intérieur du noyau, et ça, les 2-3 prochaines diapos sont extrêmement importantes, c'est une des notions qui est le plus mélangée. Je vous dirais, il y a des grandes confusions, dépendamment du type de cours que vous avez au secondaire ou de ce que vous avez été chercher sur Internet ou peu importe.
tout ce concept d'ADN, de gènes, de chromosomes, tout ça, ça devient très mélangeant et c'est des concepts que je vais récupérer quand je vais vous parler de mitose, de division cellulaire. Donc, ce que je vais faire là est très important pour pouvoir comprendre les cours sur la mitose que je vais faire éventuellement. Le but ultime de ces prochaines diapos-là, c'est de démêler les différents concepts, les différents mots qui ne veulent pas dire la même chose, mais qui, bien souvent, dans la tête de l'étudiant, ont la même signification. Première chose, on commence simple. Dans le noyau, j'ai de l'ADN, donc c'est une très grande molécule. On en a déjà parlé dans la première partie du cours. Vous savez que c'est une molécule double brin, donc ça va. C'est un très gros polymère qui contient l'information génétique. Donc, vous avez les cheveux bruns, noirs, blonds, peu importe, les yeux bruns, verts, blonds, bleus, pardon. Donc, évidemment, c'est de l'information génétique qui fait en sorte que vous allez avoir différentes caractéristiques physiques. Mais ça peut être aussi, ça c'est les caractéristiques évidentes, mais exemple, une enzyme qui digère les graisses, une lipase, ben, ma lipase va être différente de ta lipase du point de vue composition, il peut y avoir des petites variations. Donc, nos enzymes, nos protéines, l'ensemble de nos éléments, c'est pas juste la couleur de tes cheveux, donc l'ensemble des éléments qui nous composent, essentiellement les protéines qui nous composent, vont varier selon le type de gène qu'on a. Puis ça varie évidemment, cette information de gène, cette information génétique ou d'ADN, si tu veux, va varier d'une personne à l'autre, évidemment. Mais avant d'aller dans la notion de gène et tout ça, je veux juste que tu comprennes que l'ADN a 3 formes, 3 états. Et là, tu écoutes bien, ces 3 états n'ont aucun impact sur la fonction de l'ADN. Okay? L'idée ici, c'est de comprendre que l'ADN est sous 3 formes. Et c'est très simple. L'ADN peut soit être enroulé, très enroulé ou pas du tout enroulé. Je l'ai déjà dit par le passé, l'ADN, si je prends une cellule dans le noyau, qui est une cellule, c'est petit, mais le noyau est encore plus petit que la cellule, et je vais compacter l'équivalent de 2 mètres d'ADN. 2 mètres, c'est énorme, là. C'est plus de 6 pieds, là. Donc, j'ai comme 6 pieds et plus d'ADN compacté dans le noyau d'une cellule. Fait qu'on s'entend qu'elle est extrêmement enroulée, extrêmement compactée. Mais tu ne peux rien faire avec ça. Elle est tellement enroulée serrée qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Fait que de temps en temps, il faut la dérouler. Et pour la dérouler, ben, je vais prendre une certaine portion que je déroule et c'est là qu'on va parler d'ADN non condensé. Il n'y a pas de nom particulier. C'est simplement une petite portion de l'ADN qui est déroulée par des enzymes très spécialisées. Vous n'allez pas apprendre leur nom ou leur fonction. Mais on déroule cette portion-là pour fabriquer des protéines. Et souvenez-vous, ce que je vous ai déjà enseigné, c'est que l'ADN, c'est finalement une recette de protéines. Et toutes les sections de l'ADN, c'est en fait le plan qui va dire à la cellule comment fabriquer une protéine. On avait déjà vu dans les dernières capsules, au début de la session, que comme 3 molécules importantes. L'ADN, l'ARN, la protéine. Donc, j'ai besoin de l'information située sur l'ADN pour produire une molécule intermédiaire qui s'appelle l'ARN, qui contient la même information que l'ADN, mais qui est importante parce que ce soit sur l'ADN ou d'ARN, peu importe, on va donner l'information à la cellule, on verra en détail plus tard comment ça fonctionne, mais on donne l'information à la cellule pour fabriquer la protéine. Et si vous avez oublié, j'avais vraiment insisté par le passé que c'est la protéine qui a un rôle biologique, pardon. Okay? Donc, l'ADN n'a aucun rôle biologique, sauf le fait d'être transmissible à la prochaine génération. Donc, c'est la seule molécule qu'on peut donner à notre descendant, à nos enfants. On parle d'hérédité. Et le rôle est passif. Ça indique simplement, si tu veux faire une protéine qui s'appelle l'insuline, comment la fabriquer. Tu veux faire de la mélanine pour colorer ta peau, comment la fabriquer. Donc, c'est des instructions pour fabriquer la protéine, mais c'est la protéine qui va avoir un rôle biologique. Fait que l'ADN a différentes sections, différentes recettes pour fabriquer la protéine. Maintenant, je reviens à la notion d'aujourd'hui. L'ADN peut avoir 3 formes, donc non enroulé, l'ADN non condensé. Elle peut être enroulée aussi, mais ce que je vous ai dit tantôt, c'est que ça n'a aucun impact sur la fonction. Si l'ADN avait pour but de donner l'information pour fabriquer une protéine qui s'appelle l'insuline, bien, qu'elle soit condensée, non condensée ou très très condensée,
La fonction ne change pas. C'est un état. Et là, je vous donne un exemple complètement ridicule, mais ça peut aider s'il y a des gens qui se mélangent. Toi, tu es un pompier, puis ton ami est policier. Vous avez deux fonctions différentes, donc deux recettes différentes, deux portions d'ADN différentes avec des fonctions différentes. Mais vous pouvez avoir des états différents. Tu peux avoir un manteau d'hiver parce que c'est l'hiver, puis tu peux être l'été puis être en t-shirt. Tu ne changes pas de job. Tu es pompier, tu restes pompier. Mais tu n'as pas la même forme. Un manteau, pas de manteau. C'est un peu la même chose. L'ADN peut prendre des formes différentes, mais ça ne modifie pas la fonction pour laquelle elle est faite. Okay? Et cette première forme-là, cet état-là, c'est de l'ADN non enroulé, non condensé. La deuxième forme, c'est de l'ADN enroulé qu'on appelle la chromatine. C'est des filaments d'ADN qui sont enroulés autour de protéines spécialisées qu'on appelle des histones. Et le complexe ADN-histone, donc si tu veux, c'est que ton filament d'ADN est accroché puis enroulé autour de l'histone, on appelle ça un nucléosome. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, que c'est la forme normale de l'ADN. La plupart du temps, c'est enroulé. C'est de la chromatine. Fait que quand tu vois ce mot-là, dans ta tête, je veux que tu retiennes que c'est de l'ADN qui est enroulé. Ça explique que si je suis capable de mettre 2 mètres d'ADN dans une seule cellule, dans le noyau d'une seule cellule, c'est parce qu'elle est sous forme de chromatine, enroulée de façon serrée autour de l'histone. Okay, je vais te montrer une image dans quelques instants qui va peut-être t'aider. Et quand je dis que c'est la forme régulière, ben, c'est que simplement, la plupart du temps, ton ADN est passif, tu n'en as pas de besoin, et ça fait, moi j'appelle ça un spaghetti, ça fait des filaments de spaghetti un peu comme ça, tout emmêlés. Ça, c'est de la chromatine. Okay? Si tu regardes dans ton livre, ça ressemble pas mal à ça. C'est des filaments d'ADN, tout simplement. Quand je te parlais de la dernière diapo, puis je te disais on peut dérouler des petites portions, ben exemple, si la portion ici, c'est l'information pour faire de l'insuline, je peux dérouler cette partie-là pour fabriquer la protéine. Donc, parfait. Puis une fois que la protéine est faite, je le réenroule. Fait que constamment, ton ADN passe sous les deux formes, enroulé, sous forme de chromatine, versus non condensé ou pas enroulé. Dépendamment si tu veux faire de la protéine ou pas. Si tu ne fais aucune protéine présentement, tout ton ADN est enroulé sous forme de chromatine. C'est pour ça qu'on dit que c'est la forme normale. Tu as besoin d'une protéine, on déroule un petit bout qui est associé à l'information qui nous dira comment fabriquer cette protéine-là. Maintenant, c'est là que la confusion apparaît. Souvent, il y a une confusion entre chromosome, chromatine, gène. Gène, ça n'a aucun rapport, j'en parle plus tard, c'est complètement une autre notion. Donc, chromosome, c'est aussi un état d'ADN. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans certaines, sous certaines conditions, l'ADN va être super enroulé, très, très condensé. Je m'excuse, donc super enroulé. Et ça arrive juste à un moment précis de la vie de la cellule, c'est quand elle va se diviser, quand elle va faire de la mitose. Donc, tantôt, on disait, ben, la cellule peut se diviser en deux. C'est une des fonctions de la cellule. Et elle se multiplie. Je donnais l'exemple que si tu te blesses au niveau de la peau, il faut régénérer de la peau, donc tu refais des cellules. C'est simplement à ce moment précis que là, on va voir apparaître des chromosomes. Et tout ce que tu as à savoir, c'est que, en fait, c'est le mot ici, là, c'est que l'ADN, pendant la division cellulaire, uniquement, va se super enrouler. C'est la forme la plus compacte de l'ADN. Et pour une idée, là, quand je te dis que l'ADN est enroulé autour des histones, elle fait 2 tours, là, elle va doubler son nombre de tours, elle va faire 4 tours autour. Donc, c'est pas à retenir le chiffre, mais elle va être enroulée de façon beaucoup plus serrée. Et souvent, au lieu d'être sous forme de filament, elle va prendre des espèces de formes de bâtons comme ça. Et là, vous regardez votre livre, mettons, il y a 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, on fera ça avec la mitose, mais c'est ça qui vous mélange, parce que des fois, elle prend les formes de bâtons comme ça, qui ont différentes tailles, ce que j'appelle les chromosomes, versus la forme de spaghetti, de filament, qu'on appelle la chromatine. Puis moi, quand j'étais étudiant, ça me mélangeait énormément, parce que souvent, les enseignants ne faisaient pas la nuance. Dans le livre, ils ne font pas tellement de nuance. Fait que là, quand ils te parlent, de temps en temps, tu vois des photos de chromosomes, des fois, tu vois des photos de chromatine, puis là, c'est toujours de l'ADN. Toujours de l'ADN, tu ne sais pas pourquoi, des fois, c'est en bâton ou en chromatine. En fait, tout ce que je te demande de retenir, c'est que quand tu vois le chromosome, puis tu vois des bâtons, dis-toi que c'est une cellule qui est en train de se diviser, sinon il n'y en aurait pas de chromosome. Fait que c'est une cellule qui est sur le point de se multiplier et que l'ADN est super enroulé. Si la cellule ne fait pas de division cellulaire, c'est de la chromatine. C'est de l'ADN enroulé, tout simplement. Puis si tu veux faire un peu de protéines, puis tu as besoin de ton information génétique, ben c'est là que tu vas la dérouler. Mais je le dis encore, ça n'a aucun impact sur la fonction.
Fait que si je prends la portion de l'ADN qui code pour une protéine quelconque, tantôt je donnais l'exemple de l'insuline, bien, qu'elle soit cet ADN-là, cette portion-là sous forme de chromatine, de chromosome ou non enroulé, non condensé, l'information est pareille. On a toujours la même information pour dire à la cellule comment fabriquer l'insuline. Donc, ça n'a pas d'impact. Et je reviens avec mon exemple que tu as un manteau ou un T-shirt. Ça ne change pas ta fonction, ta job, mais ça change ta forme. C'est exactement ça, c'est un changement de forme. Okay? Donc, si tu comprends que c'est la forme, on est correct. Et tous ces mots-là en dessin. Donc, j'avais hâte d'arriver ici parce que je pense que ça va être un peu moins abstrait. Si, bon, là, ton chromosome peut être sous forme de X. Des fois, il peut être sous forme de bâton simple. Je n'explique pas la nuance ici. On va le faire dans le cours de mitose. Donc, pour l'instant, je ne vais pas donner trop de détails. Ce n'est pas important. Pour l'instant, 3 mots importants, chromosome, chromatine et de l'ADN non enroulé. Alors, quand je parlais d'histone et tout ça, imaginez-vous, même si vous n'êtes pas des pros de la couture, vous avez déjà vu un peu des bobines de fil. Une bobine de fil, ben, la bobine, c'est ton histone. Et le fil de couture que tu entoures autour de ta bobine, ben, c'est ton filament d'ADN. Et c'est les deux qui forment le nucléosome. Donc, littéralement, ton ADN fait des tours. Hein, on va enrouler autour de l'histone et c'est comme ça que j'arrive à compacter l'ADN et ça devient super enroulé. Ça fait des espèces de filaments, comme je disais tantôt. Et c'est ça la chromatine. Tu veux faire une protéine à ce niveau-là, puis j'ai besoin d'informations, je la déroule. Tout simplement, comme ça ici. J'ai fini de faire la protéine, je la réenroule. Constamment, ça se fait 24 heures sur 24 selon tes besoins. Si la cellule se divise, ce qui n'arrive pas tout le temps, c'est quand même un petit moment dans la vie de la cellule, c'est plutôt rare en fait, si on considère l'ensemble de la durée de vie de la cellule, de temps en temps se reproduit, mais pas toujours. Là, cet ADN-là, qui est sous forme de chromatine, se transforme en chromosome, donc va se super enrouler. Donc, je disais tantôt 2 tours, ça peut faire 4 tours, ça prend une forme de bâton ou de X, on verra pourquoi la différence entre les deux éventuellement, mais pour l'instant, on sait que c'est de la division cellulaire super enroulée. Et on revient à la base, quand ton ADN est déroulé, ben, on le sait, c'est toujours la même chose. La règle d'appariement, les j'attache les C, les A, les T, exemple, et l'ensemble de l'information de ces lettres-là va nous indiquer comment fabriquer une protéine X ou Y, peu importe. Et l'idée, ben, cet ADN-là, avec l'information, avec les bases, vont toujours rester accrochés. C'est simplement qu'on va dire, ben, cette information-là, on l'enroule ou on la super enroule. Mais il n'y aura pas de bris, il n'y aura pas de cassure au niveau des liens, des bases azotées ou tout ce que vous avez vu par le passé. C'est vraiment une forme, un état. Alors là, la question que je te demande, une fois que tu as distingué ces 3 termes-là et que tu as compris la différence entre chromatine, chromosome et tout ça, l'idée, ben, un gène, c'est quoi finalement? Et ça, c'est la plus grande confusion que j'ai vue. Souvent, vous mélangez le terme chromosome et gène, et pourtant, c'est 2 choses différentes. Pourquoi on les mélange? Bien, souvent, on va vous dire, telle maladie est associée à une mutation dans un gène A, mettons, là, peu importe, là, et le gène A est situé sur le chromosome 3. Fait que si tu as la mutation, chromosome, gène, là, tu penses que tout ça va ensemble et tout. Mais le chromosome, c'est simplement de l'ADN super enroulé. Donc, c'est quoi un gène? Ben, c'est une invention des biologistes. Ça n'existe pas physiquement. Tu ne pourras jamais voir le gène. En fait, c'est des petites sections de l'ADN. Donc, on a découpé l'ADN selon l'information qu'elle porte. Pardon. Donc, première des choses, c'est un exemple, mais exemple, ici, j'ai tout l'ADN au complet. Mettons de l'ADN d'un être humain. L'ADN d'un humain, là, c'est un peu moins de 30 000 gènes. Là, okay? Donc, c'est quoi un gène? Ben là, j'en ai fait 4, je n'ai pas fait 25 000 gènes. Mais l'idée, c'est que le gène 1, c'est cette portion de l'ADN qui contient l'information pour faire une protéine, la protéine 1, exemple. Okay? Ça pourrait être de l'insuline, peu importe, c'est pas vrai. Le gène 1 n'a pas cette fonction-là, mais mettons que ça serait pour fabriquer de l'insuline, première protéine. C'est simplement l'information qui va dire à la cellule utilise tel acide aminé, accroche-les ensemble pour fabriquer de l'insuline. Le gène 2, lui, c'est, mettons, pour une enzyme qui digère le lactose. Je dis ça au hasard, hein? Ça n'a pas d'importance. Mettons, enzyme qui digère le lactose. On va appeler ça une lactase. Okay? Donc, si tu as besoin d'une lactase, là, je vais utiliser la portion suivante de l'ADN qui
contient l'information pour fabriquer la protéine lactase. Le gène 3, lui, ça pourrait être l'information pour la mélanine qui colore tes yeux, tes cheveux ou ta peau. Et là, tu comprends que chaque gène contient l'information pour fabriquer une protéine qui lui est associée. Et c'est tout. C'est un livre de recettes. Tu as un livre de 25 000 recettes, 25 000 gènes humains, à peu près, ça dépend, là, ça varie le nombre selon les ouvrages qu'on lit, mais l'idée, c'est que tes 20 quelques mille recettes, ben, si t'assois, tu décides de te faire des pâtes carbonara, ben, tu vas aller chercher la bonne recette. Puis demain, tu manges un rôti de bœuf, ben, tu vas aller chercher l'autre recette. Donc, c'est le même principe. Selon tes besoins, puis quelle protéine tu as besoin, tu vas les piger dans la bonne section de ton ADN. Fait que, littéralement, un gène, c'est une portion de l'ADN. Ici, on va dire segment, ça veut dire la même chose, le nucléotide, ça c'est ton ADN, évidemment. Et chaque segment ou chaque gène possède l'information nécessaire pour fabriquer une protéine spécifique. C'est un peu ce que je viens de vous montrer en dessin. Fait que si je résume ça un petit peu avec ce qu'on a vu tantôt, ben, si j'ai cet ADN-là, normalement, devrait être enroulé sous forme de chromatine, puis ça dort là, ça ne sert à rien. Tu viens de boire un verre de lait, j'ai besoin d'une lactase qui va digérer le lactose dans le lait. Dans ce cas-ci, je vais activer le gène 2. Comment faire? Bien, tu vas dérouler la portion du gène 2, c'est de l'ADN non condensé. Je fabrique la protéine, je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne, mais je fabrique la protéine lactase. Une fois que c'est fait, je réenroule. Donc, j'enroule sur ma chromatine, je déroule. Parfait. La cellule se reproduit par mitose. Tu vas avoir ton gène 1, 2, 3, 4, etc. Sauf que là, au lieu de l'enrouler sous forme de chromatine, ces 4 gènes-là vont être super enroulés. Ça devient, mettons, ton chromosome 1. Le gène 5 à 20 va devenir ton chromosome 2, peu importe. Donc, l'ensemble de tes gènes comme ça va devenir super enroulé, puis on les regroupe par bâton, par section un petit peu. C'est ce qu'on appelle les chromosomes. Mais ça ne change pas l'ordre de tes gènes, ça ne change pas l'information. C'est simplement qu'ils vont être super enroulés. Donc, évidemment, j'ai écrit en rouge ici, il ne faut pas confondre la notion de gène que je viens d'expliquer versus chromosome ou les états d'ADN. C'est deux concepts complètement différents. Puis si tu te souviens de ça, ben, tous tes prochains cours de biologie avec moi, avec d'autres profs, devient simple. La mitose, méiose, tu vas comprendre beaucoup mieux quand on va voir finalement la division cellulaire, c'est juste un déplacement de chromosomes. Ben là, tu sais c'est quoi un chromosome. Tu vas comprendre pourquoi ils sont en forme de X ou de bâton éventuellement. Tu es dans un cours de génétique, tu vas comprendre avec ta prof ou ton prof. OK, ben comment ça fonctionne? Une mutation, ben, je change l'ordre dans le gène de la séquence des nucléotides change, donc j'ai plus la même recette. Ça va amener des problèmes. Et là, vous allez voir en soins des pathos, ben, ça peut être des problèmes dans la recette ici qui n'a pas la bonne séquence. Ça peut être un problème au niveau du chromosome qui ne se décroche pas, qui s'accroche. Exemple, dans les cas de trisomie 21, il peut y avoir des aberrations chromosomiques. Donc là, ça va être plus clair pour vous autres si vous vous souvenez du cours d'aujourd'hui, parce que justement, vous allez vous comprendre à quel niveau vous vous situez. Bon, ça, c'est ce qui s'en vient dans votre futur de vie d'étudiant. Ce qui vous intéresse plus, c'est à court terme, mon prochain examen. Donc, ce que je m'attends, c'est que ces termes-là soient clairs dans vous autres, vous êtes capable de les, dans votre tête, là, que ça soit très clair. Donc, évidemment, que vous êtes capable de me dire dans vos mots une définition, c'est quoi un chromosome, c'est quoi un gène et tout ça, et que ça vous parle un petit peu. Ou si moi, j'utilise ces termes-là, ben, que vous ne soyez pas tout mélangé. Ça va pour ça. Et essentiellement, tout ce que j'ai dit est écrit. Donc, si vous comprenez un petit peu et vous réalisez ça tranquillement, ça devrait bien aller, évidemment.